Bonsoir. Eh bien, ce soir, je veux parler de ça, les tromperies de l'histoire. Les tromperies de l'histoire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce qu'on nous ment souvent, et comme malheureusement en France, le niveau intellectuel baisse de plus en plus, on lit plus, je vois avec mes enfants, je vois ce qui se passe, je vois dans les écoles. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la télé, on regarde WhatsApp, on regarde Snapchat, on regarde TikTok. On a une vague idée des choses, mais on n'est pas capable de raisonner ni de comprendre. Donc là-dessus, les gouvernants, ben, ils jouent sur du velours. Et ils peuvent mentir, ils peuvent surfer là-dessus tranquillement. En plus, on se fait des idées assez générales, il y a beaucoup de clichés qui circulent. Et il y a beaucoup de gens qui continuent de raisonner un peu comme dans un match de foot. C'est les inconditionnels. Hein. Alors, il y a les verts d'un côté, les bleus de l'autre, et chacun est le meilleur. On ne veut pas écouter l'autre, alors que peut-être l'autre, si on allait l'écouter, ben on s'apercevrait que ce qu'il dit, c'est pas si mal que ça, et que peut-être son point de vue est intéressant. Mais là, pour l'instant, niet. La gauche, c'est la gauche, la droite, c'est la droite. Et puis chacun regarde l'autre avec des fusils. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est une vision manichéenne du monde où on dit qu'il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Et ça, c'est pas vrai. La vie, c'est pas comme ça. Il n'y a pas d'un côté les saints et de l'autre côté les diables. Il y a des saints et des diables partout. Hein. C'est malheureux. Alors, je me suis intéressé, étant donné que je suis assez curieux, je me suis intéressé à une partie de l'histoire qui va paraître un petit peu curieuse pour vous, c'est la prise de la Bastille d'abord. Voilà, c'est le premier truc ça. Et ça, pour moi, c'est un monument. Parce que pendant très longtemps, on a cru à l'école, comme vous avez montré, c'est qu'à la Bastille, le roi enfermait un petit peu qui voulait, dès que ça lui déplaisait, quelqu'un lui déplaisait, hop, embastillé avec une lettre de cachet et terminé. Et donc à la Bastille, il devait y avoir des centaines et des milliers de prisonniers injustement embastillés. Or, j'ai eu la chance de travailler dans la fin de ma carrière sur un poste de documentaliste. Et donc, je pouvais accéder aux archives nationales. Pour ceux qui ne connaissent pas les archives nationales, c'est génial. C'est un truc, allez-y, il y a un silence de mort, il y a plein d'étudiants qui bossent, la salle est immense, c'est impressionnant, on entend les mouches voler. Et on peut accéder à toutes sortes de choses. Tous les fonds sont accessibles, ou presque, beaucoup plus qu'avant d'ailleurs. Il y a des choses qui étaient interdites, maintenant on peut y accéder. Donc la prise de la Bastille, ben, c'est pas du tout ce qu'on nous a dit. C'est pas ça. Il n'y avait pas des centaines et des milliers. Il y avait 7 personnes. Alors je lis. 4 faussaires, enfermés là depuis 2 ans. Un fou qui avait été placé ici à la demande de sa famille. Un comte jugé coupable d'inceste. Et un certain tavernier embastillé depuis 30 ans pour son implication dans l'affaire d'Amiens sous Louis XV. Voilà, c'est tout. Les insurgés s'apercevant que quand même ces gens-là n'étaient pas très... c'était pas des saints, ils les ont rattrapés et ils les ont remis en prison. Bon, ça, c'est l'histoire de la Bastille. Alors, on passe ensuite à autre chose. Et cette autre chose, c'est la manipulation qui existe depuis longtemps. Et la manipulation, il y a un modèle de manipulation que j'ai retrouvé, qui est celui qui a été employé par Joseph Goebbels, qui était le ministre de l'Éducation et de la Propagande du Troisième Reich. Joseph Goebbels avait dit, je crois que c'était en 1930, ce qu'on peut faire croire à des gens ordinaires. Il ne serait pas impossible, je lis, de prouver, en le répétant suffisamment et en maîtrisant la psychologie des personnes, qu'un carré est en fait un cercle. C'est énorme. Eh bien, réfléchissez bien et vous allez voir que ce truc-là, il a été utilisé bien des fois pour nous faire passer des vessies pour des lanternes. Sauf qu'en ce moment, la France a l'air de se réveiller et qu'il y a des choses qui ne passent plus. Les gens ne croient plus. On n'est plus d'accord. Je voudrais parler ensuite d'une chose qui m'a pas mal... je me suis posé pas mal de questions dessus. C'était l'incendie du Reichstag en 1933, le Parlement allemand. Le Parlement allemand a pris feu un jour, en 1933, 27 février 1933, et on a arrêté là-bas un certain Marinus van der Lubbe.
manque de chance, c'était un communiste, comme par hasard. Hitler s'est frotté les mains. Chic alors. Allez, on va pouvoir éliminer tous les opposants communistes. Et il y en avait. Alors, tous les députés, allez hop, terminés, zigouillés, torturés. Et puis, comme ça ne suffisait pas, il a ramassé tout ce qu'il a pu comme socialiste, communiste, et il les a enfermés dans un endroit tristement célèbre, c'est Dachau. C'était une usine désaffectée à l'époque. Ils ont enfermés là-bas, où ils sont peut-être tous morts d'ailleurs. Et comme ça ne suffisait pas, bon, il a continué. Tous les gens qui ne lui plaisaient plus, notamment ceux qui avaient participé à ces actes de torture et de barbarie, ça devenait gênant, c'était les SA, parce qu'il y avait les SA et les SS. Alors les SA étaient gênants. Or, toutes les sections d'assaut, il a fallu les liquider. Alors, c'était la nuit des longs couteaux, hein, je ne sais plus quelle date c'était, enfin c'est dans ces années-là, 33, 34, 200 personnes environ. Alors tous les SA, alors pour ceux qui ont fait de l'allemand, Sturmabteilung, hein, bon voilà. Ensuite, on s'est aperçu, mais longtemps après, que ce malheureux Marinus van der Lubbe, qui avait incendié le Reichstag, qui a d'ailleurs été condamné à mort, il n'était peut-être pas tout à fait responsable parce qu'il était pas tout à fait normal. Alors, il y a eu un procès en 1967 dans un tribunal de Berlin où on l'a réhabilité. Et enfin, c'est en janvier 2008 qu'on a carrément annulé, donc 75 heures après, ce verdict. Donc, c'était clair que cet incendie, eh bien, ça a été piloté par les nazis. Voilà. Donc, on a manipulé encore quelqu'un, c'est un truc de plus. Voilà, ça c'est deuxième ou la troisième chose. Ensuite, ce qui m'a inquiété, ça a été le débarquement de 1944. Bon, ça c'est malheureux pour tous ces pauvres soldats qui sont morts sur les plages de Normandie, c'est épouvantable. Ça me donne froid dans le dos parce que je connais pas mal de familles qui ont perdu l'un des leurs là-bas. Et ça, bon, faut pas oublier ça. Maintenant, derrière tout ça, il y avait quand même la volonté non avouée à l'époque, mais que De Gaulle avait vue. Et Dieu sait si j'aimais pas De Gaulle, mais pourtant là, il avait vu clair. Qu'il y avait une volonté de contrôler un petit peu les pays qu'on allait libérer comme ça du nazisme, les futurs vaincus, imposer donc à la France, aux futurs vaincus, Italie, Allemagne, Japon, etc., un statut de protectorat, voilà, régi par ce qu'on appelait Allied Military Government of Occupied Territory, AMGOT. Et ils avaient même fait, pour l'époque, une monnaie, voilà. Ça, c'était les billets de banque qui devaient être en France. Bon, voilà, ça n'a jamais été. Bon, De Gaulle n'a pas voulu. D'ailleurs, les Américains n'aimaient pas De Gaulle, et c'était réciproque, je crois. Donc, ce truc-là, allez, exit. Ça a été terminé aujourd'hui. On s'aperçoit donc que toutes ces bases de l'OTAN, tout ça, c'est pas tout à fait clair. Et la guerre en Ukraine, elle a pris du plomb dans l'aile, et beaucoup de gens ne sont plus d'accord. Hein. On n'a rien à faire dans cette guerre, c'est pas la nôtre. Enfin, je voudrais terminer par un truc qui me tient un peu à cœur. Je suis un petit peu hésitant là-dessus, mais c'est l'histoire de l'Algérie. Je suis né là-bas. Je suis né d'une famille immigrée italienne-espagnole. Et nous, on vivait en bonne intelligence avec les Arabes. Je peux vous dire que chez nous, il n'y avait pas de différence. On vivait main dans la main. Les Juifs, il y avait des Coptes, des Grecs, des Turcs, des Égyptiens, des Maltais, des Mahonnais. Et tout ce petit monde était commerçant. Et je sais que mon grand-père, quand il était question que les Français quittent l'Algérie, tous les Arabes du coin sont venus lui dire « Ferrer, ne pars pas, tu es des nôtres, tu es un enfant du pays, reste ici ». Et grand-père, non, je ne peux pas rester. Mes enfants sont partis. Alors il est venu, il est arrivé. On était à Nice à l'époque. Hein. Et Nice, c'était dur, parce qu'on était très mal reçus. Hein. Je me souviens encore des réflexions qu'on nous a faites. Bonjour, hein, pour des familles comme nous, je sais pas, mais nous traiter de colonialistes, capitalistes, fascistes, et en même temps bougnoules. Vous êtes des bougnoules et vous êtes racistes. Voilà ce qu'on nous avait dit. C'était à Nice. Et j'ai un triste souvenir de cette ville. Et pourtant, j'y ai passé toute mon enfance, mais j'ai pas gardé un bon souvenir, parce qu'on a été trop mal reçus. Puis ce qui s'est passé après, c'est encore beaucoup plus triste.
c'est mon grand-père, ben, il n'a pas survécu à l'exode de l'Algérie. Et tous les jours, il partait, il quittait la maison, il allait au bord de la mer. Il allait regarder la mer. Il s'asseyait sur un banc, il discutait avec des vieux qui étaient là. Puis un jour, il n'est plus revenu. Puis on a été voir sur ce banc où il devait être. Et il était là. Mais il était mort. Assis sur le banc, les yeux ouverts, en regardant la mer. C'est pas beau tout ça. Hein. Allez, bonsoir.